La Suisse a tout pour échouer. Pas de pétrole, pas d'accès à la mer, 60% de son territoire est composé de montagnes. Pourtant, un Suisse sur 7 est millionnaire. Un employé de commerce, un caissier ou encore un réceptionniste gagne en moyenne 52 000 euros par an. Un ingénieur, lui, est à 102 000 euros par an. Ce petit pays de 9 millions d'habitants intrigue par la constance de sa réussite, tranquille, méthodique, discrète. Alors comment la Suisse a-t-elle fait de ses pires défauts ses plus grands atouts? Laissez-moi vous conter l'histoire exceptionnelle du pays qui n'avait rien pour lui. La plupart des pays riches ont une botte secrète. Certains ont découvert l'or noir. La Suisse, elle, a reçu l'or neutre. L'or noir, c'est le pétrole qu'on vend pour de l'or. L'or neutre, c'est la neutralité qui attire l'or des autres. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la célèbre neutralité suisse n'était en fait pas un choix, mais un concours de circonstances. Depuis ses débuts, la Suisse est un pays instable. Elle était connue pour vendre parmi les meilleurs mercenaires d'Europe aux plus offrants. D'ailleurs, depuis sa création en 1506, la garde pontificale a toujours été suisse. Congrès de Vienne, 1815. Napoléon est vaincu. La Grande-Bretagne, l'Autriche, la Prusse et la Russie scellent le destin de la Suisse. Les plus grandes puissances veulent pacifier l'Europe. D'un commun accord, elles imposent la neutralité à la Suisse. Quelques années plus tard, la Constitution fédérale de 1848 entérine à jamais la fin du mercenariat suisse. C'est une industrie qui faisait pourtant partie intégrante de l'économie. Le plan des grandes puissances a abouti. Concrètement, la neutralité suisse n'est pas un choix moral, mais une obligation. Mais contrairement au pétrole qu'on peut vendre immédiatement, la neutralité reste un statut diplomatique, une signature sur un papier. Pendant 100 ans, la Suisse reste un pays moyen, ni riche, ni pauvre. C'est en 1914 que tout va changer. Les belligérants de la Grande Guerre cherchent un lieu sûr pour leurs actifs. La Suisse leur présente 3 arguments convaincants. Le premier, une sécurité physique. Ce sont les signataires même du Congrès de Vienne qui sont en guerre. Occupés à défendre leurs frontières ou à mener des invasions, violer l'accord en envahissant la Suisse ne leur apporterait aucun gain stratégique. La Suisse ne sera donc pas envahie. Le deuxième, c'est la stabilité monétaire. Partout en Europe, la planche à billets finance la guerre. Les monnaies perdent en valeur chaque jour qui passe. Afin d'éviter une déflation massive, la Banque centrale suisse décide d'abandonner les talons or. Mais de par sa non-intervention dans le conflit, le franc suisse résiste bien mieux à l'inflation que les devises voisines. Le troisième, c'est la fiscalité. Afin de financer la guerre, les États augmentent massivement les impôts. Le résultat immédiat est une fuite des capitaux privés vers la Suisse. Durant la Grande Guerre, les fonds gérés par les banques suisses vont tripler. Pour la première fois, la neutralité est convertie en or. La Suisse répète exactement la même manœuvre durant la Seconde Guerre mondiale. En 1945, c'est le seul pays industrialisé dont toutes les infrastructures sont encore intactes. Les usines suisses peuvent produire pour tout le continent, les capitaux continuent d'affluer. Mais alors, la neutralité seule suffit-elle à transformer n'importe quel petit pays en coffre-fort mondial? Eh bien, pas vraiment. En 1939, la Belgique se déclare neutre. Résultat, elle a été envahie dès 1940. Sa neutralité n'a protégé ni ses frontières, ni son économie. Pourquoi? Jusqu'ici, on pourrait croire que la Suisse a simplement eu de la chance. Une neutralité imposée et des voisins occupés à se battre. Mais la vérité, c'est qu'à partir du XXe siècle, la Suisse a décidé de prendre en main son destin afin d'armer sa neutralité. Elle a compris avant tout le monde qu'un traité ne protège en réalité personne. De l'encre sur un bout de papier ne suffit pas. Pour la Suisse, sa posture de plaque tournante financière et diplomatique était une question de survie. Envahir la Suisse, c'était détruire le lieu où les affaires se faisaient encore. Que l'or soit allié ou qu'il soit nazi, la Suisse n'avait pas de jugement à faire. Le secret bancaire suisse date de 1934. Mais depuis longtemps, les banques suisses proposaient des comptes numérotés. Ils ne sont pas anonymes au sens strict, mais permettent une protection qui n'est offerte nulle part ailleurs. En 2013, l'économiste Gabriel Zucman avait fait ce calcul. 80% des fortunes offshore en Suisse ne seraient pas déclarées aux autorités fiscales des pays résidents. La Banque nationale suisse, la presse et le consensus universitaire, plus prudent, parlent plutôt de 10%. Mais contrairement à la Belgique, la Suisse savait que la diplomatie ne suffirait pas. Le plan réduit national visait à miner le maximum de routes, tunnels et de ponts. On comptait 2 à 3 000 ouvrages de destruction. Le tunnel de Gotthard, par exemple, contenait 3,5 tonnes d'explosifs. Assez pour condamner le passage pendant au moins des mois, voire des années. L'armée suisse n'avait pas besoin de vaincre, seulement de rendre l'invasion trop coûteuse. La dissuasion nucléaire suisse, c'est son terrain et sa créativité. Si cela venait à échouer, la consigne était simple, repli dans les Alpes pour forcer l'envahisseur dans une guerre en pente contre 430 000 hommes qui connaissent parfaitement l'environnement. Sur 4 millions d'habitants de l'époque, c'est proportionnellement plus que la France et même l'Allemagne.
Aujourd'hui, même si la neutralité suisse est contestée, la culture de cette neutralité est-elle toujours bien ancrée? Genève abrite plus de 40 organisations internationales, dont l'ONU, l'OMS ou encore l'OMC. Chaque année, plus de 3500 réunions diplomatiques s'y tiennent. Contrairement à de nombreux pays européens, le service militaire reste obligatoire en Suisse. Chaque citoyen peut conserver, s'il le souhaite, son arme à domicile, un fusil d'assaut SIG S5 500. Avec 28 armes détenues pour 100 habitants, la Suisse est un des pays européens les plus armés. Pourtant, cela ne l'empêche pas d'avoir un des taux d'homicide les plus bas au monde. Les structures du réduit national sont toujours présentes, mais ne sont plus opérationnelles. À cela s'ajoutent plus de 9 millions de places en bunker qui couvrent largement la population. À titre de comparaison, seulement 4% des Français pourraient s'assurer une place dans l'un de nos quelques 1000 bunkers. Concrètement, les choses ne changent pas. Si le pire venait à arriver, chaque Suisse pourrait y trouver refuge. Neutralité, mais armée. Dans l'imaginaire collectif, la Suisse est le pays des banques et de l'horlogerie de luxe. Patek Philippe vend la montre la plus chère du monde pour 31 millions de francs. Les banques suisses contrôlent 11 600 milliards de dollars d'actifs, soit près de 11 fois le PIB national. Mais au final, l'industrie bancaire et financière suisse ne représente que 10% de son PIB. L'horlogerie, elle, à peine 1,5%. Réduire la Suisse aux banques et aux montres, c'est rater presque 90% de ce qui fait sa richesse d'aujourd'hui. Au-delà des clichés, voici ce que disent les chiffres sur les secteurs où les Suissesses et les Suisses travaillent vraiment. La Suisse n'a pas d'accès à la mer. Pourtant, elle abrite MSC, le premier groupe mondial de transport maritime de conteneurs. Depuis Genève, MSC contrôle plus de 800 navires et près de 20% du commerce maritime mondial en conteneurs. Le secteur du transport et de la logistique représente environ 4% du PIB suisse. La Suisse n'a aucune matière première. Pourtant, elle abrite Nestlé, le plus grand groupe agroalimentaire du monde. Vitol, Mercuria, Cargill, Genève est la principale plaque tournante mondiale pour le négoce. C'est ici que se décide le destin d'une partie du pétrole que nous consommons ou encore des céréales que nous mangeons. Vous le savez, la Suisse est constituée à 60% de montagnes, dont 25% de territoires impraticables. Cela n'empêche pas le secteur de l'immobilier et de la construction de peser 21% du PIB en 2025. La Suisse n'a ni pétrole ni Silicon Valley, et pourtant elle exporte plus de valeur par habitant que la Chine et les États-Unis. Son moteur principal, l'industrie pharmaceutique et chimique qui représente près de 7% du PIB et plus de 49% des exportations suisses. Deux géants, Roche et Novartis, dominent la scène mondiale. Mais alors, pourquoi un tel succès? Comment ce petit pays de 9 millions d'habitants qui n'a rien pour lui est-il si présent et influent dans autant de secteurs? Vous commencez à le comprendre, dans l'histoire de la Suisse, ses avantages sont toujours dus à une part de chance et à des décisions judicieuses. Je vous le disais, la Suisse a toujours eu un peu de chance. Elle se trouve au cœur de ce que les géographes appellent la banane bleue, l'arc européen qui concentre 80% de la richesse et de la population du continent. De Londres à Milan, en passant par la Ruhr, par Zurich et Genève, dans le couloir économique le plus dense du monde occidental. La Suisse est pile au milieu. Mais la chance seule n'explique pas tout. La Suisse est comme Apple pour les pays. Elle ne cherche pas à faire moins cher, mais mieux. Novartis et Roche développent des médicaments innovants et des tests que le monde entier s'arrache. ABB et Georg Fischer produisent des équipements industriels rares, irremplaçables et uniques. La Suisse est classée première mondiale de l'indice global d'innovation 2025. Son secret, un système éducatif dual, unique au monde. Dès 16 ans, près de 70% des jeunes choisissent l'apprentissage. Ils alternent école et entreprise pendant 3 ou 4 ans. Un menuisier débutant peut facilement gagner entre 4 000 et 4 500 francs suisses net d'impôts. Les métiers manuels sont respectés et même plébiscités. La voie de formation technique en Suisse est bien plus valorisée et socialement acceptée qu'en France. Les universités ne sont pas en reste et figurent parmi les meilleures au monde. Le PFL, le THZ et l'université de St. Gallen rivalisent chaque année avec le MIT ou Stanford. Elles laissent d'ailleurs loin derrière elles notre Polytechnique nationale. Les diplômés de ces écoles finissent dans les industries de pointe. Pharmacologie, finance, ingénierie, technologie, 27 prix Nobel sont suisses. Dans le pays, théorie et pratique contribuent main dans la main et sur un pied d'égalité à la compétitivité nationale. Résultat, un PIB par habitant de 103 000 $, le troisième au monde, tout en préservant un taux horaire moyen de 38 francs suisses, parmi les plus élevés aussi au monde. Le salaire moyen est lui de 7 000 francs brut mensuels. Le taux de chômage, lui, est de 2,8%, soit presque 3 fois moins qu'en France. Mais la Suisse fait plus que de produire des ressources, elle produit de la confiance. En Suisse, la démocratie directe donne aux citoyens un pouvoir unique. Ils peuvent bloquer ou approuver n'importe quelle loi par un référendum. Croissance rime avec stabilité. En Suisse, la démocratie directe entraîne des décisions certes lentes, mais rarement mauvaises. Pas de crise politique explosive, pas de révolution fiscale, pas d'idéologie dominante. Juste un pragmatisme froid.
Prenons l'exemple du système de transport ferroviaire. En 2024, 93,2% des trains suisses sont arrivés à l'heure. En Suisse, à l'heure signifie moins de 3 minutes de retard, contre 5 minutes en France, 6 en Allemagne et 15 minutes en Italie. La Suisse arrive en tête du classement européen de ponctualité globale. La France, avec 91,9% de ponctualité pour ses trains régionaux en 2019, se situe au 11e rang sur 16 pays analysés. C'est ça, le pragmatisme suisse. De plus, ce modèle de démocratie valorise la responsabilité individuelle et renforce une culture de la confiance. 62% des Suisses sondés ont confiance dans leurs institutions. La moyenne de l'OCDE se situe à 39%. En France, ce chiffre tombe même à 30%. Cette confiance se reflète aussi dans le rapport à l'argent. Travailler, dépenser peu, épargner, investir, le système de retraite suisse repose sur 3 piliers. L'assurance vieillesse publique, la prévoyance professionnelle obligatoire, l'épargne privée volontaire. Ces deux derniers piliers fonctionnent par capitalisation. Les Suisses épargnent et investissent tout au long de leur vie active. Résultat, un taux d'épargne parmi les plus élevés au monde et une population habituée à penser sur le long terme. Mais c'est surtout dans la discipline budgétaire que cette culture se révèle. Dans les années 90, les finances fédérales suisses ont connu une crise profonde. L'endettement a explosé de plusieurs dizaines de points de PIB en une décennie. La réponse, en 2001, les Suisses votent à 85% un nouvel article constitutionnel, le frein à l'endettement. La règle est très simple, les dépenses ne doivent pas dépasser les recettes, sauf en cas de crise économique majeure. Le Parlement et le Conseil fédéral sont désormais constitutionnellement obligés de respecter cette règle lors de l'élaboration du budget. Depuis, la discipline est de retour. En 2024, le budget de la Confédération consolidée affichait un excédent de 11,3 milliards de francs suisses. Ce ne sont pas les impôts qui permettent cela, mais un système économique public étonnamment performant. Mais alors, où va cet excédent? En grande partie dans le remboursement de précédentes dettes et dans la constitution de réserves. Pour appliquer cette discipline budgétaire suisse dans votre vie, rendez-vous dans la section budget de l'application Finari. Logement, transport, alimentation, loisirs, vos dépenses sont automatiquement catégorisées et analysées par nos algorithmes. Par exemple, le scanner d'abonnement va détecter tous vos frais récurrents, Netflix, Spotify, salle de sport, puis il va identifier ceux qui pèsent inutilement sur votre budget. En moyenne, 40% de nos abonnements ne sont pas utilisés. Si vous voulez essayer, ça tombe bien, Finari est gratuit jusqu'à 3 comptes connectés. La Suisse semble réglée comme une horloge, du moins en surface. Mais derrière le cadran soigné, les rouages sont encore loin de tourner parfaitement. Je vous le disais tout à l'heure, le salaire médian suisse est d'environ de 7 000 francs bruts mensuels. Pour une famille de 4, les dépenses courantes atteignent de 5 à 6 000 francs. Pour un 60 m² lausannois, comptez entre 2 400 et 2 800 francs par mois. L'alimentation, elle, est 58% plus chère qu'en France. Pour certains produits, les prix sont même doublés. Si on ajuste au pouvoir d'achat, les Suisses ne seraient que 11% plus riches que les Allemands. Malgré des salaires 2 fois plus élevés, ils ne sont que 30% à 50% plus riches que les Français. Il n'y a pas de méthode miracle. Les salaires suisses vont avec des prix suisses. La Suisse a l'un des meilleurs systèmes de santé au monde. Mais ce système n'est pas gratuit. Chaque adulte doit souscrire une assurance de base obligatoire entre 350 et 450 francs par mois. En Suisse, les prélèvements obligatoires sont plus bas, mais chacun est responsable de sa santé. Bien sûr, plus vous avez de moyens, mieux vous êtes couvert. La Suisse est classée 4e pire pays d'Europe pour la pénurie de logements. Le taux de propriété y est de 42%, soit l'un des plus bas de notre continent. Autrement dit, 58% des ménages sont locataires. Dans le canton de Zurich, l'un des plus riches de Suisse, seulement 9% des couples de 30 à 40 ans peuvent envisager d'acheter un appartement. La Suisse est loin d'être un modèle de justice sociale parmi les pays riches. En Suisse, la pauvreté existe bel et bien. Dans ce pays libéral par excellence, 8,1% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Fait intéressant, il est de 10,1% en Norvège. Un pays tout aussi riche qui, lui, a pourtant misé sur une approche radicalement opposée et basée sur la redistribution. Il est aussi entre 14 et 15% en France. Mais contrairement à la Norvège, la Suisse a encore du retard sur la parité homme-femme. Les femmes gagnent en moyenne 19% de moins que les hommes. En participation économique féminine, la Suisse se classe 20e sur les 33 pays de l'OCDE. En cause notamment un coût exorbitant de la garde d'enfants parmi les plus élevés au monde.
Depuis 2018, les banques suisses ont l'obligation légale de collecter les données fiscales de leurs clients résidant à l'étranger, et ensuite de les partager aux autorités fiscales des pays partenaires. C'est l'EAR, l'échange automatique de renseignements. Pourtant, l'effondrement récent du Crédit Suisse pose des questions. Dans les coffres de la banque, des comptes liés à des criminels de haut vol, des trafiquants, des oligarques. Malgré la régulation, la culture de la discrétion reste tenace. La Suisse est un paradoxe vivant, un pays minuscule, sans mer, sans pétrole, devenu en un siècle un coffre-fort, une usine à brevets et un havre de stabilité. Alors, devrions-nous importer le modèle suisse en France? La Suisse prouve qu'un pays riche peut très bien axer l'éducation autour de ses filiales professionnelles, une leçon pour l'élitisme français des grandes écoles. La neutralité suisse, elle, a un atout unique. Mais pour la France, ce serait très compliqué d'ajouter cet atout à son jeu de cartes. Avec la bombe nucléaire et des territoires sur 5 continents, la France s'engage dans de nombreux jeux d'alliances pour protéger ses intérêts et sa survie. La neutralité n'est tout simplement pas envisageable. La démocratie suisse est souvent citée comme le système politique parfait. Pourrions-nous nous en inspirer? La réponse à cette question mériterait une vidéo entière. La Suisse est un idéal de richesse et de gestion budgétaire, c'est indéniable. Mais attention, ce n'est pas une condition suffisante pour garantir le bonheur de ses habitants. Le pays est classé 3e meilleur en termes de PIB par habitant, mais se situe à la 13e place des pays les plus heureux, juste derrière la Nouvelle-Zélande, qui n'est pourtant classée que 25e meilleur en termes de PIB par habitant. Le laboratoire suisse a le mérite de prouver qu'un jeu qui paraît mauvais d'entrée ne scelle pas le destin d'une nation. Avec les bonnes décisions et un peu de créativité, elle peut même en faire un brillant avantage. La question qui inquiète le plus aujourd'hui, c'est le revers de la médaille de la légendaire stabilité suisse. La productivité ne croît que de 0,3 à 0,5% par an, soit 2 fois moins vite que dans les années 90. C'est un signe d'une économie qui peine à innover sur le plan technologique, hors de la finance et de la pharmacologie. Les deux géants Roche et Novartis représentent à eux seuls près de 40% des dépenses privées en R&D du pays. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, côté start-up, la Suisse s'en sort admirablement avec 13 licornes recensées. En France, il y a 29 licornes. Néanmoins, vous n'avez probablement jamais entendu parler des licornes suisses. Les investissements en start-up en Suisse sont orientés en majorité vers la deep tech et la biotech. Ces secteurs sont connus pour leur temps de maturation extrêmement long et leurs besoins gigantesques en capitaux. Ce choix est en accord avec le positionnement économique de la Suisse. Nous ne faisons pas moins cher, nous faisons mieux. C'est pour cela que malgré ces innovations, la stagnation continue d'inquiéter. Une stagnation dorée, confortable, mais dangereuse. Malgré l'excellence de son éducation scientifique, la Suisse n'occupe que la 12e place mondiale en IA. La France, elle, est située à la 5e place. Près de 60% de l'énergie suisse provient encore du pétrole et du gaz. Actuellement, le pays est en retard sur ses objectifs de transition énergétique à 2030. Finalement, la question que pose la Suisse est similaire à celle de la Norvège. Cette question, tous les pays riches se la posent un jour ou l'autre. Faut-il courir après la croissance quand le confort suffit? Dit autrement, la vraie richesse n'est-elle pas ce moment où l'on s'autorise à ralentir? La Suisse n'a pas encore la réponse, mais c'est un excellent laboratoire pour la trouver. La Norvège, elle, avec des configurations de départ similaires et la même richesse, a pris la direction totalement opposée. Lequel de ces deux modèles triomphera? Affaire à suivre.